Victor Valli laissa 50 000 rayés éparpillés sur la table au centre de la pièce, tout en feignant de dormir sur le canapé en cuir italien. Les yeux mi-clos, la respiration contrôlée. Chaque muscle de son corps était détendu dans un jeu d'acteur parfait. C'était un test cruel et calculé qu'il faisait passer à toutes les employées qui osaient en franchir le seuil de son manoir à Leblon. Aucune n'avait réussi, absolument aucune. L'argent disparaissait toujours. Et avec lui disparaissait tout espoir que Victor gardait encore en l'humanité. Mais ce mardi de mars, quelque chose de différent se produisit. Elisa Moura, 29 ans, les cheveux relevés en un simple chignon, vêtue d'une blouse rose impeccable, entra dans la pièce avec son chariot de ménage, vit l'argent et s'arrêta. Victor sentit son cœur accélérer tandis qu'il gardait les yeux presque fermés. C'était toujours à ce moment-là. Le moment de vérité. Le moment où les gens montraient qui ils étaient en vraiment, quand ils pensaient en que personne ne regardait. Lisa s'approcha de la table. Ses mains planèrent au-dessus des billets. Victor se préparait à la déception habituelle, mais c'est alors qu'elle fit quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 38 ans de vie, dans tous ses tests méticuleux. Quelque chose d'aussi inattendu, d'aussi absurdement simple, et en même temps si profond, que chacune de ses certitudes sur le monde se brisa comme un verre fin. Cette modeste femme de ménage, qui gagnait 2 salaires minimum, qui se levait à 5 rangs du matin pour prendre 2 bus et arriver jusqu'ici, venait de faire quelque chose qui figea Victor Valli sur son canapé. Et ce qui avait commencé comme de la méfiance allait se transformer en l'histoire la plus incroyable. Une histoire sur ce qui compte vraiment dans la vie, et sur comment, parfois, nous devons faire semblant de dormir pour enfin nous réveiller. Victor Valli n'était pas né glacial. Il fut un temps où il souriait, faisait confiance, croyait aux gens. Mais c'était avant Marcella. Avant qu'il n'apprenne que sa fiancée, à 3 semaines de leur mariage, avait transféré 12 millions de rayés de son entreprise vers un compte aux îles Caïmans. Avec un associé que Victor considérait comme un frère, il s'était enfui au Portugal et n'était jamais revenu. Le procès s'était éternisé pendant 5 ans sans solution, mais le pire n'était pas de perdre l'argent, mais de perdre la capacité de faire confiance. Depuis lors, aucune employée ne restait plus d'1 semaine dans son manoir. Victor avait créé un système. D'abord, il éparpillait des objets de valeur, puis de l'argent dans des endroits stratégiques, observant tout par des caméras de surveillance. Dès qu'il attrapait le moindre faux pas, aussi petit soit-il, il renvoyait sur le champ. Sans explication, sans seconde chance. 17 employés en 6 mois. Sa réputation à Rio de Janeiro était claire, l'homme d'affaires de glace que personne ne pouvait servir. Le manoir de 3 étages était situé sur un terrain privilégié à Leblon, avec vue sur la mer. Une piscine à débordement, un jardin japonais abandonné, un garage avec 5 voitures importées mais qu'il conduisait rarement. Une technologie de pointe dans chaque pièce et un silence pesant qui flottait dans les couloirs de marbre. Victor travaillait 16 heures par jour, mangeait seul, dormait peu, vivait dans une routine mécanique où chaque minute était comptée, chaque décision calculée, chaque émotion réprimée. Quand Elisa Moura se présenta à l'entretien ce lundi-là, il faillit la congédier avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Sa blouse rose était un peu délavée, ses ongles courts, sans vernis, des sandales hawaïennes aux pieds parce que ses chaussures s'étaient cassées dans le bus. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lumière, une authenticité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Vous êtes Victor Valli ?» demanda-t-elle en tendant la main naturellement. « Enchanté. Je suis Elisa. Vous pouvez m'appeler Ellie. Tout le monde m'appelle comme ça. » Victor regarda la main tendue comme si c'était un piège. Il la serra rapidement et la relâcha. « Madame Moura, je serai direct. J'ai des exigences élevées. Je ne tolère pas les retards, je ne tolère pas les erreurs et, surtout, je ne tolère pas la malhonnêteté. »« Parfait. » Elisa sourit. « Parce que je me lève à 5 ans, je fais tout méticuleusement, et ma mère dit toujours que mon seul défaut est d'être trop honnête. Une fois, j'ai rendu 50 rayés que j'avais trouvés dans la poche d'un pantalon que je lavais. Le propriétaire les avait même déjà oubliés. » Victor haussa un sourcil. « Intéressant, très intéressant. Soit c'était la meilleure actrice qu'il ait jamais rencontrée, soit ce genre de personne existait vraiment. Période d'essai d'1 semaine. Vous commencez demain à 7h. 7h? Idéal. Alors je viendrai à 6h30 pour préparer un café digne de ce nom. Je parie que vous buvez ce café réchauffé de la machine. Oui, c'est à tuer n'importe qui. » Victor ne répondit pas. Il lui tendit simplement un double des clés et une liste d'instructions de 3 pages. Elisa prit le tout, remercia et partit en fredonnant une chanson. Cette nuit-là, Victor prépara le test final.
Il compta 50 000 réés, 1000 billets de 100, les divisa en 5 piles et les éparpilla sur la table au centre de la pièce principale, exactement sur le chemin qu'Elisa emprunterait avec son chariot de ménage. Il programma les caméras, régla son réveil à 6 h. Le mardi à 6h23, on sonna à la porte. Victor enfila des vêtements confortables, descendit l'escalier et ouvrit. Elisa était là, un sac isotherme à la main. « Bonjour, monsieur Victor. J'ai apporté du pain au fromage de ma tante. Elle fait le meilleur du monde. Et du café fraîchement moulu. » Avant qu'il ne puisse refuser, Elisa était déjà dans la cuisine, mettant de l'eau à bouillir, sortant une serviette de son sac. L'odeur du pain au fromage emplit le manoir, comme une étreinte chaleureuse. « Vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Je vous avais prévenu. La ponctualité est sacrée. Maintenant, asseyez-vous. Le café c'est prêt. » Victor resta paralysé. Personne ne lui donnait d'ordre, personne n'entrait dans sa cuisine sans permission. Personne ne l'appelait « Monsieur Victor » avec une telle familiarité, et surtout personne ne lui ordonnait de s'asseoir. Mais il s'assit, but le café, mangea le pain au fromage, silencieux, pendant qu'Elisa parlait des embouteillages, de la voisine enceinte de jumeaux, du perroquet dans le bus qui disait des gros mots. Puis elle prit son chariot de ménage et commença par les chambres du haut. Victor attendit 30 minutes, assez de temps pour qu'elle soit distraite. Puis il descendit, éparpilla l'argent sur la table et s'allongea sur le canapé dans la pièce, fermant presque complètement les yeux. Il entendit ses pas descendre l'escalier, le grincement des roulettes du chariot. Le bruit se rapprocha et s'arrêta. Silence absolu. Et c'est alors qu'Elisa fit quelque chose qui allait tout changer. Elisa s'arrêta devant la table au centre de la pièce et resta immobile pendant 15 longues secondes. Victor contrôlait sa respiration avec une précision chirurgicale, gardant les yeux mi-clos, observant chacun de ses mouvements à travers ses cils. Son cœur battait trop fort. Il battait toujours à ce moment-là, le moment de l'inévitable déception. Les mains d'Elisa s'approchèrent de l'argent. Victor sentit son estomac se nouer. Et voilà, une de plus, toujours la même histoire. Une autre personne qu'il devrait renvoyer. Une autre confirmation que le monde était exactement cet endroit froid et traître qu'il connaissait. Mais Elisa ne prit pas l'argent. Elle s'accroupit lentement, ramassa les 5 piles avec précaution et commença à les organiser. Victor fronça les sourcils intérieurement. Que faisait-elle ? Les billets furent disposés méthodiquement sur la table. Elle ajusta chaque pile, lissa les bords, vérifia qu'ils étaient alignés. Puis, avec une tendresse qui semblait absurde pour quelqu'un manipulant 50 000 réés, Elisa disposa l'argent en forme de cœur. Un cœur parfait, symétrique, magnifique. Victor sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une fissure dans son armure. Elisa sortit un petit carnet rose de la poche de sa blouse. Un de ces carnets bon marché qu'on vend dans les papeteries de quartier. Elle écrivit quelque chose avec un stylo bleu, plia le papier et le plaça en plein centre du cœur, fait d'argent. Puis elle prit un chiffon, essuya la table autour du cœur sans toucher les billets, ajusta les compositions florales artificielles et commença à nettoyer le reste de la pièce en fredonnant. Elle fredonnait une chanson de Gonzaguinha tout en nettoyant autour de 50 000 réés, comme si c'était juste une décoration inhabituelle. Victor n'arrivait pas à y croire. En 6 mois de test, 17 employés différentes, il avait tout vu. Il avait vu des gens prendre l'argent rapidement. Il avait vu des gens faire semblant de ne pas voir et revenir plus tard. Il avait vu des gens prendre des photos. Il avait vu des gens transpirer de peur. Mais jamais, jamais, il n'avait vu quelqu'un faire un cœur avec des billets et partir en fredonnant. Elisa termina la pièce, passa l'aspirateur sur le tapis persan, ajusta les coussins sur l'autre canapé et repoussa le chariot dans la zone de service. Victor entendit la porte se fermer, attendit encore 5 minutes dans un silence absolu, puis ouvrit complètement les yeux et s'assit. Il s'approcha de la table comme s'il s'approchait d'une bombe armée. Il regarda le cœur d'argent, parfait, intact. Il prit le billet rose plié et l'ouvrit. L'écriture était ronde, soignée, avec le dessin d'un visage souriant dans le coin. « Monsieur Victor, j'ai trouvé cet argent ici, sur la table. Vous avez dû l'oublier avant de vous coucher. Je l'ai arrangé joliment, car l'argent gardé avec amour rapporte plus. Ma grand-mère disait toujours « Tout est en ordre, vous pouvez vérifier. Et réveillez-vous correctement, sur le canapé, vous allez attraper un torticolis. Bise, Ellie. » Victor lut le billet 3 fois, puis 4. Il s'assit sur le canapé, tenant toujours le papier. Il regarda le cœur d'argent, le billet, puis à nouveau l'argent. Quelque chose n'allait pas. Ou plutôt, quelque chose allait bien, terriblement bien. Il prit son téléphone, faillit appeler l'agence de recrutement pour une vérification plus approfondie de ses antécédents. Faillit, mais s'arrêta à mi-geste. Pour la première fois en 5 ans, Victor Valli ne savait pas exactement quoi faire.
Il monta à l'étage et trouva Élisa dans les chambres, en train de changer les draps. Elle chantait, non plus seulement fredonnant, mais chantant d'une voix claire tout en tendant le drap avec des mouvements précis. « Madame mourra. » Elle se tourna en souriant. « Salut. Déjà réveillé, bien dormi ? L'argent sur la table ? Ah oui, tout est là, vous voyez. J'ai vérifié 2 fois. 50 000. Magnifique. Ça doit être pour payer quelque chose d'important. J'ai tout laissé en ordre. Ça ne vous a pas semblé étrange, 50 000 réés éparpillés sur la table ? Élisa haussa les épaules d'un air entendu, retournant faire le lit. Les riches sont comme ça, n'est-ce pas ? Mon ancien patron laissait des montres à 50 000 dans la salle de bain. Nous, les pauvres, on garde notre argent dans le tiroir à sous-vêtements avec un cadenas. Elle rit. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai veillé. Personne ne touche à votre argent. Victor resta debout dans l'encadrement de la porte, tenant toujours le billet rose. Élisa termina le lit, prit une serviette sale et passa devant lui, fredonnant à nouveau. « Ah, monsieur Victor, j'ai apporté un citron de la maison. Je vais en laisser quelques-uns coupés dans la cuisine. Le citron chasse la mauvaise humeur et les énergies lourdes. Ce manoir a besoin d'une recharge énergétique. » Elle descendit l'escalier, laissant derrière elle un sillage de parfums bon marché à la lavande et une joie qui semblait n'avoir aucun sens dans son manoir. Victor regarda à nouveau le billet, puis le mit dans la poche de son pantalon. Pour la première fois depuis des années, l'homme de glace ne savait pas s'il testait quelqu'un ou s'il était testé. Les jours suivants furent les plus étranges de la vie de Victor Valli. Élisa arrivait toujours à 6h30, une demi-heure avant l'heure convenue, avec quelque chose dans son sac isotherme. Le mercredi, c'était des pamonia, gâteaux de maïs. Le jeudi, un gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. Le vendredi, des bonbons à la noix de coco que sa tante fabriquait pour les vendre au marché. Et chaque jour, sans exception, du café fraîchement moulu qui remplissait le manoir d'un arôme que Victor avait oublié existait. Mais ce n'était pas seulement la nourriture, c'était tout. Élisa transformait chaque pièce qu'elle touchait. Elle mit des fleurs jaunes dans le salon, de simples marguerites qu'elle achetait au marché avec son propre argent. Elle laissa 3 citrons coupés dans de petites assiettes dans la maison. « Le citron chasse la mauvaise humeur, monsieur Victor. Vous pouvez me croire, c'est la science de grand-mère. » Elle ouvrit les fenêtres qui étaient fermées depuis des mois. La lumière du soleil inonda les couloirs dont Victor ne se souvenait même pas qu'ils avaient en vue sur la mer. Et les billets. Mon Dieu, les billets. Élisa laissait des billets partout. Sur le miroir de la salle de bain. Souriez davantage, votre visage peut le supporter. Sur le réfrigérateur, j'ai acheté du yaourt nature. Toutes ces boissons gazeuses vont vous tuer. Sur la table de son bureau, levez-vous de cette chaise toutes les heures. La thrombose ne prévient pas. Le tout sur du papier coloré avec des dessins de visages, de sourires, de cœurs, d'étoiles. Victor gardait chacun d'eux. Il ne savait pas pourquoi. Il les gardait, tout simplement. Il avait un tiroir dans sa table de chevet rempli de billets d'Élisa. Il les lisait avant de dormir, comme quelqu'un lit des lettres de quelqu'un d'important. Le mardi suivant, il descendit pour le petit déjeuner et trouva Élisa en train de se parler à elle-même. Victor s'arrêta dans le couloir, caché, écoutant. « Ben oui, Robson, cette maison était trop grande pour un seul homme. Oui, regarde la taille de cette pièce. On pourrait y organiser une fête avec 100 personnes, mais ton Victor reste assis dans ce bureau toute la journée, le pauvre. Je pense qu'il a oublié qu'il a une belle piscine dehors. » Victor fronça les sourcils. « Robson ? Qui est Robson ? Un autre employé qu'il ne connaissait pas ?» Il apparut dans l'encadrement de la porte et vit Élisa parlant à l'aspirateur robot. « Bonjour, monsieur Victor. J'étais en train de présenter la maison à Robson. J'ai donné un nom au petit robot. C'est un bon gars, il travaille en silence, ne se plaint pas des heures supplémentaires. Vous parlez toujours aux appareils électroménagers ? Seulement à ceux qui travaillent avec moi, répondit Élisa en souriant. La solitude est si mauvaise même pour un robot, et encore plus pour un humain. La phrase resta en suspens dans l'air. Victor fit semblant de ne pas avoir entendu, se retourna et se dirigea vers son bureau, mais il avait entendu. Ce week-end-là, il devait vérifier des contrats. Au lieu de cela, il observa Élisa à travers la vitre de la cuisine. Elle chantait en préparant un déjeuner qu'il n'avait pas demandé. Elle dansait la samba toute seule, utilisant une cuillère en bois comme microphone. Soudain, elle s'arrêta, regarda par la fenêtre et vit Victor qui l'observait. Elle lui fit un signe de la main enthousiaste et lui fit signe d'entrer. « Venez ici, j'ai besoin d'aide. » Victor entra dans la cuisine pour la première fois depuis des mois. « De l'aide pourquoi ? C'est vous qui allez retourner cette crêpe. » Elle désigna la poêle. « Je ne sais pas faire ça. » Tout le monde sait. C'est un instinct humain. Faites-vous confiance. Elle lui mit la spatule dans la main, se tint à côté de lui pour le guider. Glissez là-dessous, voilà, maintenant, du courage, retournez. Victor retourna. La crêpe se plia en deux, difforme.
Elisa éclata de rire. Un rire incontrôlé, bruyant, un rire authentique qui résonna dans la cuisine comme de la musique. Vous voyez, l'instinct humain. Elle essuyait ses larmes de rire. Ça ressemble plus à un instinct qu'au d'origami. Victor regarda la crêpe détruite, et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un son étrange sortit de sa gorge. Rauque, il riait. Il riait vraiment pour la première fois en 5 ans. Elisa arrêta de rire et le regarda avec tendresse. « Voilà, je savais que vous aviez ça quelque part. » Ils mangèrent ensemble dans la cuisine, ce que Victor ne faisait jamais. Elisa lui parla de ses 3 emplois, le ménage dans son manoir le matin, le nettoyage d'un bureau l'après-midi et un service dans un restaurant 3 soirs par semaine. Tout cela pour payer le traitement de sa mère, qui souffrait de diabète et de problèmes cardiaques. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ?» demanda Victor. « Vous ne m'aviez pas demandé ?» Elle haussa les épaules. « Et je n'aime pas faire pitié. Tout le monde a des problèmes. Certains en parlent, d'autres les portent en silence. » Après le déjeuner, Elisa tendit à Victor un morceau de papier, un autre mot, mais celui-ci était différent. C'était un coupon dessiné à la main, colorié au stylo. Bon pour un rire, des crêpes et une limonade. Valable les jours difficiles. Échangeable auprès de moi quand vous le souhaitez. Victor tint le coupon comme si c'était un document juridique. C'est sérieux ? Très sérieux. D'ailleurs, vous l'avez déjà utilisé aujourd'hui. Le rire des crêpes compte. Il ne manque plus que la limonade. Je vais la faire. Elle fit la limonade, elle mit trop de sucre, comme les enfants aiment. Ils la servirent dans de grands verres sur la véranda, face à la mer. Ils restèrent dos silencieux, écoutant les vagues. Le silence était différent, pas lourd mais léger. « Merci Victor, dit-elle soudain. »« Pourquoi ? » ?»« D'être ici. »« Elisa, c'est mon travail, monsieur Victor. »« Non, ce n'est pas seulement un travail. » Elle le regarda avec ses yeux clairs, pleins d'une sagesse qui ne correspondait pas à la vie difficile qu'elle menait. « D'accord, de rien. » Victor mit le coupon dans sa poche avec les autres notes. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, il les étala sur son lit et les relut toutes. Chaque phrase stupide, chaque dessin maladroit, chaque rappel que la vie existait en dehors des tableurs et de la méfiance. Et pour la première fois depuis des années, Victor Valli s'endormit sans médicaments. La 2e semaine, Victor commença à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer lui-même. Il se levait plus tôt, non pas pour travailler, mais pour être dans la cuisine quand Elisa arrivait. Il se disait que c'était juste pour le café frais. Mais la vérité était qu'il s'était habitué à sa présence, aux histoires absurdes sur ses voisins, aux chansons qu'elle chantait, à la façon dont elle rendait le matin moins gris. Ce mardi-là, Elisa arriva différente. Toujours souriante, toujours ponctuelle, mais Victor le remarqua. Les yeux étaient belés gonflés, le maquillage un peu plus épais pour essayer de le cacher. Ses mains tremblaient crâne légèrement lorsqu'elle posa son sac sur le comptoir. « Bonjour, monsieur Victor. Aujourd'hui, j'ai apporté des beignets. Ceux au caramel que vous avez aimés. »« Ellie, ça va ?» La question sortit avant qu'il ne puisse réfléchir. Elisa s'arrêta surprise. Personne ne lui demandait si elle allait bien. C'était elle qui demandait, qui prenait soin, qui faisait semblant que tout allait bien. « Oui, ça va. Pourquoi ça n'irait pas ?» Victor s'approcha. Pour la première fois, il la regarda vraiment, non pas comme un patron évaluant une employée, mais comme un être humain voyant un autre être humain. Et il vit. Il vit la fatigue profonde, il vit l'inquiétude qu'elle portait comme un fardeau sur son dos, il vit la femme de 29 ans qui avait 3 emplois et qui souriait encore. « Elisa, que s'est-il passé ?» Le nom. Il avait utilisé son nom. Pas Madame Moura, juste Elisa. Et quelque chose dans ce geste brisa la barrière qu'elle maintenait. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma mère va plus mal. Le médicament dont elle a besoin coûte 2400 réés. Il n'est pas disponible par le système de santé. J'ai essayé de payer en plusieurs fois à la pharmacie, mais ma carte n'a pas été approuvée. Et sans ce médicament, le médecin a dit qu'elle... » Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Victor sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de la colère contre elle, mais contre le monde, contre la façon dont les choses étaient organisées, contre le fait que des gens comme Elisa travaillaient jusqu'à détruire leur propre santé et ne pouvaient toujours pas obtenir le strict nécessaire. « Combien gagnez-vous ici ? 2200 ? Pour les 3 emplois réunis ? » Oui. Victor calcula mentalement. Elle travaillait environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pour 2200 réés. Moins que ce qu'il payait pour la facture d'électricité du manoir. « Et tu apportes encore du pain au fromage de ta tante avec ton propre argent ?» Elisa eut un sourire humide. « Ce n'est pas grand-chose. Et puis, vous mangez tout. Ça me fait plaisir. » Quelque chose à l'intérieur de Victor se brisa complètement. Ce n'était pas une petite fissure, c'était une avalanche.
Toute l'armure qu'il avait construite pendant 5 ans s'effondra devant cette femme qui n'avait rien mais qui donnait encore, qui avait 3 emplois et qui chantait encore, qui portait une douleur profonde et qui apportait encore des beignets au caramel pour égayer sa matinée. Il monta à l'étage sans rien dire. Élisa resta dans la cuisine, essuyant ses larmes, regrettant probablement de s'être ouverte, craignant probablement d'avoir dépassé les bornes. Victor revint 5 minutes plus tard avec une enveloppe. « Prends !» Élisa l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 3000 réés en espèces. « Monsieur Victor, je ne peux pas accepter ça. »« Tu peux et tu vas l'accepter. »« Mais c'est beaucoup d'argent. Je n'ai rien demandé. Je suis juste... » Élisa. Sa voix était ferme mais pas froide. « Tu as arrangé 50 000 réés en forme de cœur et tu n'as pas pris un centime. Tu as 3 emplois et tu m'apportes encore à manger. Tu as ramené la lumière dans une maison qui était morte. Prends l'argent, achète le médicament pour ta mère. Et ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. » Les larmes coulaient librement maintenant. Élisa serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Je vous rembourserai un peu chaque mois. Je le jure. Je ne veux pas que tu me rembourses. Mais je dois vous rembourser, sinon je ne peux pas l'accepter. » Victor soupira, têtu. « D'accord, rembourse quand tu le pourras. » Élisa le serra dans ses bras, l'entourant fermement. Victor resta paralysé. Personne ne l'avait serré dans ses bras depuis des années, littéralement des années. Il ne savait plus comment réagir, mais ses propres bras l'entourèrent d'eux-mêmes, maladroitement, avec hésitation, mais ils l'entourèrent. « Merci, murmura-t-elle. Merci infiniment. » Quand Élisa s'écarta, Victor remarqua que ses propres yeux étaient humides. Il se tourna rapidement. « Je vais travailler. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Il monta l'escalier comme s'il s'enfuyait, s'enferma dans son bureau, s'assit dans son fauteuil en cuir. Et pour la première fois en 5 ans, Victor Valli pleurait. Pas de tristesse, mais de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Quelque chose entre la honte et la rédemption, entre la douleur et le soulagement. Il avait passé 5 ans à tester les gens, à tendre des pièges, à chercher la preuve que le monde était mauvais. Et quand il avait enfin trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment bien, il réalisa que le problème n'avait jamais été le monde. Le problème, c'était lui. Élisa n'avait pas besoin de tests. Elle les avait réussis dès le premier jour, dès le premier mot, dès le premier sourire. C'était Victor qui était testé et il échouait lamentablement. Cette nuit-là, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait, depuis des mois. Il ferma son ordinateur portable, descendit au salon, s'assit sur le canapé et regarda simplement la mer par la fenêtre, pensant, ressentant, laissant enfin les émotions qu'il avait gelées commencer à fondre. Élisa passa devant le salon avec son chariot, le vit là et sourit. « Vous vous reposez ? Quelle fierté ! Continuez comme ça. » Elle ne savait pas, n'avait pas la moindre idée du tremblement de terre qu'elle avait provoqué, à quel point les 3000 réés étaient insignifiants par rapport à ce qu'elle avait vraiment donné. Elle lui avait rendu ce que Victor croyait perdu à jamais, l'espoir. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans la dynamique entre Victor et Élisa. Il ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait simplement d'un patron et d'une employée. Il commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont elle chantait plus fort quand elle était particulièrement fatiguée, comme si la musique était son carburant. La façon dont elle plissait le nez lorsqu'elle nettoyait les vitres avec concentration. Comment ses épaules se détendaient quand elle s'asseyait enfin pour boire de l'eau. Victor commença à lui laisser des choses. Rien d'évident, juste de petits gestes. Du chocolat importé qu'il avait acheté en trop sur le comptoir de la cuisine. Un ticket de transport supplémentaire qu'il avait accidentellement pris. Un nouvel oreiller orthopédique auquel il ne s'habituait pas et lui proposa de l'emporter chez elle. Élisa acceptait tout avec ce sourire qui illuminait la pièce, mais elle rendait toujours l'appareil. S'il laissait du chocolat, elle apportait un gâteau le lendemain. S'il donnait un ticket de transport, elle nettoyait les lustres qui n'étaient même pas sur la liste des tâches. C'était un jeu silencieux de gentillesse, auquel aucun d'eux n'admettait de jouer. Jeudi, Victor décida de travailler sur la véranda au lieu de son bureau fermé. Élisa apparut avec une limonade. « Il fait chaud. J'imagine comment vous devez être là en pantalon de costume et chemise. Buvez. » Elle posa le verre à côté de l'ordinateur portable. Victor remarqua un pansement sur son doigt. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ah, rien, je me suis coupé. En lavant un verre qui s'est cassé au restaurant hier. Une broutille. »« Tu étais au restaurant hier soir, blessé ? » ?»« Bien sûr, je ne peux pas manquer. Les factures n'arrêteront pas d'arriver. » Elle rit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Victor la regarda. Vraiment regarda. Élisa avait 29 ans, mais au soleil, elle paraissait plus âgée. De fines lignes autour de ses yeux, les mains rugueuses à force de produits de nettoyage. Et toujours ce sourire. Toujours ce sourire. « Assieds-toi ici. »« Quoi ?
Assieds-toi, c'est tout. Elisa s'assit, méfiante. Victor se leva, entra dans la cuisine et revint avec une trousse de secours professionnel. Il prit délicatement sa main, retira le pansement improvisé et nettoya correctement la coupure. Il appliqua une pommade antibactérienne, mit un pansement adéquat. Voilà, comme ça ne s'infectera pas. Lisa regarda son doigt bandé, puis leva les yeux vers lui. « Vous êtes plein de surprises, hein, monsieur Victor ?»« Pourquoi ? Parce que vous faites semblant d'être dur, mais vous n'êtes pas dur, vous êtes juste blessé. » La phrase tomba entre eux comme une bombe douce. Victor lâcha sa main. « Je ne fais pas semblant. »« Si, vous faites semblant. Vous faites semblant de ne pas vous en soucier. Vous faites semblant de préférer être seul. Vous faites semblant que travailler 16 heures par jour est un choix, et non une fuite. Vous ne me connaissez pas. Je vous connais mieux que vous ne le pensez. » Elisa se leva, mais pas brusquement, doucement. « Je le sais parce que je le fais aussi. Je travaille jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser à tout ce que j'ai perdu. Je souris à tout le monde pour ne pas pleurer seul. On se reconnaît, monsieur Victor. » Elisa retourna à l'intérieur. Victor resta sur la véranda, regardant la mer, ces mots résonnant dans sa tête. Blessé. Elle l'avait appelé blessé. Pas froid, pas dur, mais blessé. Comme si elle savait que la glace n'était qu'une protection. Cette nuit-là, Victor fit quelque chose d'impulsif, totalement contraire au personnage qu'il s'était créé. Il se rendit à la cuisine où Elisa préparait le dîner. « Apprends-moi à refaire des crêpes. » Elisa se tourna surprise. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement, mais tu as du travail. » »« Le travail peut attendre. » Ils firent des crêpes. Victor rata les 3 premières. Elisa riait à chaque fois, mais pas méchamment. Elle riait avec la joie sincère de quelqu'un qui s'amuse. À la 4e tentative, il réussit. La crêpe était parfaite, dorée, magnifique. « Regarde, tu as réussi. » Elisa applaudit. « Tu es maintenant officiellement un être humain complet. » Savoir retourner des crêpes, c'est le critère ? Oui, tout le monde doit savoir faire 3 choses, un œuf, une crêpe et des excuses convenables. Des excuses, parce que tout le monde fait des erreurs, et savoir s'excuser correctement est un art. « Et je sais le faire ?» Elisa le regarda avec cette honnêteté brutale qui n'appartenait qu'à elle. « Pas encore, mais tu apprendras. » Ils mangèrent les crêpes ensemble. Elisa mit de la musique sur son téléphone. Une vieille playlist de pagode et de samba. Elle commença à danser seule dans la cuisine, utilisant la spatule comme un tambourin. « Danse avec moi. »« Je ne danse pas. »« Tout le monde danse. Tu as juste oublié comment. »« Elisa, allez. Allez. » Elle prit sa main et le tira. Victor était raide comme une planche. Il ne savait pas où mettre ses mains, comment bouger ses pieds. Elisa riait, positionna ses mains sur sa taille, tint ses épaules. « Détends-toi, il suffit de laisser le corps bouger. Regarde-moi. Voilà. Maintenant, suis le rythme. » Ils bougèrent maladroitement au début. Victor lui marcha sur le pied 2 fois, mais Elisa n'arrêta pas. Elle continua de guider, de sourire, de chanter doucement près de lui. Et peu à peu, aussi impossible que cela puisse paraître, Victor commença à sentir le rythme. Pas parfaitement, mais il le sentait. « Tu vois, murmura Elisa, tu as le rythme, tu avais juste oublié. » Ils dansèrent encore 2 chansons. La proximité était étrange, trop intime pour un patron et une employée, mais aucun d'eux ne s'écarta. Quand la 3e chanson se termina, ils restèrent debout, se tenant toujours, respirant de près. « Monsieur Victor, merci de m'avoir permis d'être moi-même ici. Ailleurs, je dois prétendre que je ne suis pas fatigué. Ici, je peux chanter, je peux rire, je peux être. » « Ne me remercie pas pour ça. »« Mais je te remercie. » Elle s'écarta doucement et retourna au nettoyage. Victor resta seul dans la cuisine, avec le son du pagode jouant toujours doucement sur son téléphone. Il regarda ses propres mains. Des mains qui, 5 minutes auparavant, étaient sur la taille d'Elisa, qui tenait une autre personne qui sentait la chaleur humaine, et il comprit que l'homme de glace fondait trop vite, trop dangereusement. Mais pour la première fois depuis longtemps, Victor ne voulait pas arrêter le processus. Le week-end fut étrange pour Victor. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience le lundi, le son du chariot de ménage, la voix d'Elisa chantant, les notes colorées. Le manoir était redevenu le mausolée silencieux qu'il avait toujours été, et Victor réalisa à quel point il s'était habitué à la vie qu'elle apportait. Samedi soir, il était sur la véranda avec un verre de whisky lorsque son téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à accepter l'appel. « Allô, monsieur Victor ?» La voix d'Elisa était tremblante, étouffée. « Désolé de vous appeler pendant votre week-end, je ne savais pas qui d'autre appeler. » Victor se leva d'un bond. « Que s'est-il passé ? » « Ma mère a eu une crise, elle est à l'hôpital, je suis ici seul. » Et sa voix se brisa. « Désolé, je n'aurais pas dû appeler.
Vous n'êtes pas mon ami, vous êtes mon patron. C'était déplacé. Désolé. Quel hôpital? Monsieur Victor. Quel hôpital, Elisa? L'hôpital municipal Miguel Couteau, mais ce n'est pas la peine. Je serai là dans 40 minutes. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester, prit les clés de la Porsche qu'il conduisait rarement et démarra en trombe. Le trafic un samedi soir était dense, mais Victor conduisait avec une urgence qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi son appel l'avait-il autant touché? Parce que l'idée d'Elisa, seule et effrayée, lui serrait la poitrine. Il arriva à l'hôpital en 35 minutes. Il trouva Elisa dans la salle d'attente des soins intensifs, assise sur une chaise en plastique bleu, toujours dans son uniforme de restaurant. Elle tenait son téléphone à deux mains, fixant le sol. Quand elle vit Victor, ses yeux s'agrandirent. « Vous êtes vraiment venu ? » ?»« Bien sûr que je suis venu. » Victor s'assit à côté d'elle. « Comment va-t-elle ? » ?»« Stable, mais c'était grave. Le cœur. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une opération. Et dans le système de santé publique, la liste d'attente est de 8 mois. Combien coûte l'opération dans une clinique privée ? Monsieur Victor, non, vous m'avez déjà trop aidé. Combien ? Elisa soupira, vaincue. 55 000 réés. Un lourd silence s'installa entre eux. C'était une somme énorme. Pour Elisa, c'était une somme impossible. Pour Victor, c'était ce qu'il dépensait pour un week-end à Miami qu'il n'appréciait même pas vraiment. « Je vais payer. »« Non, non, monsieur Victor, c'est de la folie. Vous me connaissez à peine. Je travaille pour vous depuis seulement 2 semaines. Cela n'a absolument aucun sens. Ça a parfaitement sens. Non, vous ne me devez rien. » Victor se tourna vers elle et, pour la première fois, retira complètement son armure. « Elisa, tu veux savoir la vérité ? Je t'ai tendu un piège le premier jour. J'ai étalé 50 000 réés sur la table, en faisant semblant de dormir. C'était un piège cruel que je tendais à toutes les employées. » Elisa le regarda, confuse. « Je sais. »« Tu sais ? » ?»« Bien sûr que je sais. Tu me prends pour une idiote ? Un homme riche n'oublie pas 50 000 sur une table, et personne ne dort avec le dos tordu de cette façon. » Elle sourit à travers ses larmes. « Mais je n'y ai pas prêté attention parce que j'ai compris. J'ai compris que tu étais blessé, que quelqu'un t'avait cruellement trahi et que tu cherchais la preuve que tout le monde était mauvais. Alors j'ai décidé de te donner la preuve du contraire. » Victor sentit quelque chose se briser en lui. « Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je reconnais la solitude quand je la vois. Et vous, monsieur Victor, vous êtes seul depuis longtemps. Pas seul de corps, seul d'âme, le genre qui fait vraiment mal. » Les larmes coulèrent avant que Victor ne puisse les arrêter. Là, dans la salle d'attente d'un hôpital public, à 23h un samedi, l'homme d'affaires de glace pleurait devant la femme de ménage qui avait fait tomber toutes ses défenses. « Ma fiancée m'a trahi, dit-il, la voix tremblante. Avec mon associé. Ils ont volé des millions, se sont enfuis. Et j'ai juré que je ne ferai plus jamais confiance à personne, que je ne laisserai plus jamais personne entrer. J'ai passé 5 ans à construire des murs et toi, tu as tout détruit en 2 semaines. » Elisa prit sa main rugueuse, calleuse par le travail, et l'enveloppa de sa main douce. « Tu sais ce que j'ai appris en m'occupant de ma mère malade, que nous ne pouvons pas laisser une blessure définir qui nous sommes. Elle peut faire mal, elle peut laisser une cicatrice, mais elle ne peut pas être tout ce que nous sommes. Comment fais-tu ? Comment peux-tu avoir 3 emplois, t'occuper d'une mère malade, gagner 2000 réés et être heureuse ? Qui a dit que j'étais heureuse ? » Elisa sourit tristement. « Je fais bien semblant, très bien. Mais je suis brisée aussi, monsieur Victor. Seulement je choisis de recoller les morceaux avec de l'amour plutôt qu'avec de la haine. C'est plus difficile, mais à la fin, ça fait moins mal. » Ils restèrent d'un silencieux, les mains jointes, 2 personnes brisées trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Une infirmière passa et les regarda avec tendresse, pensant probablement qu'ils étaient nés mari et femme. Aucun d'eux ne corrigea. « Je vais payer l'opération, dit enfin Victor, et ce n'est pas une faveur, ni de la pitié. C'est parce que tu m'as rendu quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours, et ça n'a pas de prix. » « Qu'est-ce que je t'ai rendu ?» Victor la regarda dans les yeux. « La capacité de ressentir. » Elisa se mit à pleurer pour de bon. Plus les pleurs contenus qu'elle retenait probablement depuis des heures. Un sanglot profond, libérateur. Victor l'attira à lui. Elle se blottit contre sa poitrine, et il sentit ses larmes mouiller sa chemise. Il la serra fort, comme s'il pouvait absorber une partie de sa douleur. « Je vais payer l'opération. » répéta-t-il. « Ta mère sera opérée la semaine prochaine dans le meilleur hôpital privé de Rio avec le meilleur chirurgien cardiaque. Et tu ne me rembourseras pas. C'est un cadeau. Je ne mérite pas ça. Tu mérites plus que quiconque que j'ai jamais connu. » Ils restèrent enlacés dans la salle d'attente pendant que d'autres familles pleuraient, attendaient, priaient.
Deux mondes complètement différents s'étaient rencontrés dans l'endroit le plus inattendu. Et à ce moment, Victor Valli comprit quelque chose de fondamental. Il ne sauvait pas Elisa. C'est elle qui le sauvait. L'opération de Donna Marina, la mère d'Elisa, fut programmée pour le mercredi suivant. Victor ne se contenta pas de payer l'intervention. Il s'assura que la meilleure équipe médicale de Rio soit présente. Elisa tenta de protester, mais il fut inflexible. Pour la première fois depuis des années, Victor utilisait son argent pour quelque chose qui comptait vraiment. Le jour de l'opération, Victor se présenta à l'hôpital. Elisa était dans la salle d'attente, nerveuse, se tordant les mains. Quand elle le vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu n'étais pas obligé de venir. »« Je sais, mais je le voulais. » Ils attendirent ensemble les 5 heures que dura l'opération. Victor annula 3 réunions, répondit à des emails sur son téléphone portable pendant qu'Elisa faisait les 100 pas, priant en silence. Il lui acheta un café, elle n'en but pas. Il lui acheta un encas, elle n'y toucha pas. Alors il resta simplement là, une présence silencieuse lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule. Quand le chirurgien apparut enfin avec la nouvelle que tout s'était parfaitement déroulé, Elisa s'effondra. Ses jambes se dérobèrent littéralement. Victor la rattrapa avant qu'elle ne tombe et elle pleura dans ses bras pendant de longues minutes. Des pleurs de soulagement, de gratitude, d'épuisement émotionnel. « Elle va s'en sortir, dit le médecin en souriant. Votre femme est forte. » Aucun d'eux ne corrigea l'erreur. Les jours suivants, pendant que Donna Marina récupérait, Elisa vivait pratiquement à l'hôpital. Victor insista pour qu'elle prenne des congés. Il la paierait normalement. Elle refusa d'abord, mais il n'accepta pas de refus. Elle accepta alors, mais à une condition, qu'il lui rende visite à l'hôpital tous les jours. Et Victor vint tous les jours. Il venait en fin de journée apporter de la vraie nourriture, parce que la nourriture de l'hôpital était insipide. Il s'asseyait avec Elisa dans la chambre pendant que Donna Marina dormait. Ils parlèrent de tout, de rien, de la vie. C'est lors d'une de ces journées que Victor raconta toute l'histoire de Marcella, de la trahison, des 12 millions qui avaient été volés, de la façon dont il s'était complètement fermé depuis, transformant son succès financier en prison émotionnelle. « Tu l'aimes encore ?» demanda Elisa. « Plus depuis longtemps, mais je la déteste toujours. Et la haine est aussi une forme de prison. Tu dois pardonner. Elle ne mérite pas le pardon. Ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. » Elisa prit sa main. Garder de la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Tu te tues toi-même, monsieur Victor. Je ne sais pas si je peux. Tu le pourras, je t'aiderai. Quand Donna Marina fut enfin consciente, elle regarda Victor avec curiosité. Vous êtes le patron de ma fille. Oui, madame, elle parle beaucoup de vous. La femme sourit faiblement. Elle dit que vous êtes dur à l'extérieur et doux à l'intérieur. Maman. Elisa rougit. Victor rit. Ce rire qu'il avait oublié qu'il avait. Elle exagère. Je n'exagère pas, murmura Elisa. Donna Marina serra la main de Victor avec une force surprenante pour quelqu'un qui venait de subir une opération à cœur ouvert. Merci de prendre soin de ma fille. Elle travaille trop, ne laisse jamais personne prendre soin d'elle. C'est un honneur de prendre soin d'elle, Donna Marina. La femme regarda entre ceux avec un sourire sage. Je sais. Sur le chemin du retour cette nuit-là, Victor et Elisa partagèrent un taxi. Il insista pour la déposer chez elle en premier. L'appartement était à Meyer, un vieil immeuble de 4 étages sans ascenseur. Elisa vivait au 3e. « Tu veux monter boire un café ? Promis, pas de test caché cette fois. » Victor sourit. « Je veux bien. » L'appartement était minuscule, salon et cuisine combinés. Une chambre, une salle de bain, mais tout était propre, organisé, plein de plantes et de photos. Des photos d'Elisa petite, de Donna Marina jeune, d'une famille heureuse avant que la vie ne devienne compliquée. Elisa fit du café. Le même café qu'elle faisait dans son manoir. Ils le servirent sur la petite table du salon, assis sur un canapé qui avait connu des jours meilleurs, et parlèrent jusqu'à minuit de vieux rêves. Elisa voulait étudier pour devenir pédagogue, mais n'avait pas d'argent. Victor voulait être architecte, mais son père avait insisté pour qu'il fasse de l'administration. « On abandonne toujours nos rêves, n'est-ce pas ?» dit-il mélancoliquement. « Pas forcément pour toujours. Les rêves peuvent être repris. À 29 ans, avec 3 emplois, c'est difficile. » Victor resta silencieux, pensif. Une idée se formait dans sa tête, quelque chose de fou, quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait construit ces 5 dernières années, mais pour la première fois, quelque chose qui semblait juste. « Et si tu n'avais pas à avoir 3 emplois ? Comment ça ? Et si tu ne travaillais que pour moi ? Horaire de bureau du lundi au vendredi, un salaire juste, et je paierais tes études. » Elisa le regarda comme s'il était devenu fou. « Monsieur Victor, c'est... Non, vous en avez déjà trop fait. Je n'ai rien fait. Tu as changé ma vie. Laisse-moi changer la tienne aussi. » « Mais pourquoi ? Pourquoi faites-vous tout ça ?
Victor la regarda vraiment dans les yeux clairs, le sourire fatigué, la femme qui était entrée dans sa vie comme un ouragan de lumière et avait tout chamboulé. Et il enfin comprit ce qui se passait. Il tombait amoureux. La prise de conscience le frappa comme un coup. Ce n'était pas de la gratitude ni de l'admiration. C'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus effrayant. Il tombait amoureux de la femme de ménage, de la femme qui écrivait des notes roses, qui parlait à l'aspirateur, qui avait ramené la vie dans son manoir mort. « Parce que tu le mérites », dit-il enfin, n'ayant pas le courage d'admettre toute la vérité. C'est tout. Élisa tenait sa tasse de café à deux mains. Ses yeux étaient humides. Personne n'a jamais cru en moi comme ça. Alors il est temps que quelqu'un le fasse. Ils restèrent en silencieux. Le poids du moment flottait entre eux. Quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. La ligne entre patron et employé était complètement floue, et aucun d'eux ne savait exactement ce que cela signifiait. Mais tous deux savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Victor partit presque au milieu de la nuit. Sur le chemin du retour, seul dans sa voiture, il appela son avocat et lui demanda de préparer un nouveau contrat de travail pour Élisa, avec tous les avantages, un salaire décent et une bourse d'études complète. Car s'il avait appris quelque chose ces dernières semaines, c'est que l'argent non utilisé ne valait rien. Mais l'argent dépensé pour changer une vie, cela n'avait pas de prix. 2 semaines plus tard, Donna Marina sortit de l'hôpital. Élisa retourna travailler au manoir. Mais tout était différent. Le nouveau contrat était signé. Elle ne travaillait plus que pour Victor, avec un salaire de 6 000 réés, horaire de bureau et une inscription garantie à la faculté de pédagogie pour le semestre suivant. Élisa pleura en signant le document. Victor fit semblant que c'était une procédure normale. Mais la vérité, c'est que rien n'était normal. La tension entre eux était palpable. Les regards qui duraient 1 seconde de trop, les mains qui se frôlaient accidentellement et mettaient tant du temps à se lâcher, les conversations qui commençaient sur le travail et finissaient sur la vie, les rêves, les peurs. Victor était complètement, désespérément amoureux, et cela l'effrayait. Jeudi après-midi, Victor était dans son bureau quand il entendit un bruit étrange venant du salon, un sanglot étouffé. Il descendit et trouva Élisa assise par terre, tenant quelque chose dans ses mains. Elle pleurait en silence, ses épaules secouées. « Élisa, que s'est-il passé ?» Elle leva le visage, un mélange d'émotions dans les yeux que Victor ne put déchiffrer. Dans ses mains, elle tenait une vieille montre, la montre de poche de son père, celle qui s'était arrêtée il y a 15 ans, lorsque l'homme était mort d'une crise cardiaque. Victor gardait la montre dans une vitrine du salon, ne la touchait jamais, ne la réparait jamais. C'était un souvenir douloureux d'un père absent, mort avant qu'ils ne puissent résoudre leurs anciens différends. « J'étais dans le salon », expliqua Élisa entre 2 sanglots, « et j'ai accidentellement heurté la vitrine. La montre est tombée, je l'ai vite ramassée, mais le verre s'est un peu fêlé. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'était important. Je paierai la réparation. Je le jure. » Victor s'agenouilla à côté d'elle, prit la montre des mains tremblantes d'Élisa, et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La montre fonctionnait. Un tic-tac doux et constant remplissant le silence du salon. Après 15 ans d'arrêt, le mécanisme était revenu à la vie. « Elle n'est pas cassée », murmura Victor stupéfait. « Elle fonctionne. » « Comment ça, elle fonctionne si elle était arrêtée depuis des années ? La chute a dû débloquer le mécanisme. » Victor tourna la montre dans ses mains, écoutant le son qu'il n'avait pas entendu depuis son adolescence. Le son qui remplissait ses journées à la ferme quand son père était encore en vie, avant les disputes, avant l'éloignement, avant que tout ne tourne mal. Les larmes coulèrent sans préavis. Victor n'essaya pas de les cacher. Il serra la montre contre sa poitrine et pleura. Il pleura le père qu'il avait perdu, la relation qu'il n'avait jamais réparée, les mots qu'il n'avait jamais dits, toutes les années qu'il avait passées dans la haine au lieu du pardon. Élisa le prit dans ses bras, là, par terre dans le salon. Elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Elle le tint simplement pendant que 15 ans de douleur trouvaient enfin une issue. « Mon père m'a donné cette montre pour mon 18e anniversaire, dit Victor quand il put parler. C'était la montre de mon grand-père, une tradition familiale. Il m'a dit qu'un jour je la transmettrais à mon fils. Mais nous nous sommes disputés. Je voulais étudier l'architecture. Il voulait que je reprenne l'entreprise. Nous nous sommes violemment disputés. J'ai dit des choses horribles. 3 mois plus tard, il a eu une crise cardiaque. Il est mort avant que je puisse m'excuser, avant que je puisse lui dire que je l'aimais. Il le savait. Tu ne comprends pas. Les derniers mots que je lui ai dits étaient remplis de haine. J'ai crié qu'il ne se souciait que de l'argent, qu'il était un père horrible, que je le détestais. « Monsieur Victor, regarde-moi. » Élisa lui prit le visage entre ses mains.
Les pères savent, les mères savent. Ils savent quand nous sommes en colère parce que nous avons peur, quand nous crions parce que nous avons mal. Ton père savait que tu l'aimais. J'en suis sûr. Comment peux-tu en être sûr ? Parce qu'il t'a donné la montre même après la dispute. Il aurait pu la reprendre, la vendre, la donner à quelqu'un d'autre, mais il te l'a laissée, parce qu'il savait qu'un jour tu comprendrais. Victor regarda la montre qui fonctionnait, ce mécanisme délicat qu'Elisa avait accidentellement réparé, et il comprit. Ce n'était pas seulement la montre qu'elle avait réparée, c'était lui tout entier. Chaque morceau cassé, chaque mécanisme bloqué, chaque aiguille arrêtée dans le temps. Elisa, je dois te dire quelque chose, Les mots restèrent bloqués. 5 ans à construire des murs, 5 ans à se protéger, 5 ans à jurer de ne plus jamais se s'ouvrir. Et maintenant, agenouillé à côté de la femme qui était entrée dans sa vie par hasard, toutes ses défenses s'effondraient. « Tu quoi ?» demanda doucement Elisa. « Je ne veux pas que tu sois seulement mon employé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elisa le regarda avec de grands yeux. « Monsieur Victor, je sais que c'est fou. Je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que tu trouveras probablement ça absurde, mais je ne peux plus faire semblant. Tu as tout changé. Tu as ramené la lumière dans une maison morte, des couleurs dans une vie grise. Tu m'as réappris à ressentir. Victor, je m'appelle Victor. Juste Victor, s'il te plaît. » Elisa déglutit. Victor. Le nom sortit en tremblant. Je le ressens aussi. Depuis le moment où je suis entré ici et que je t'ai vu, faisant semblant de dormir sur ce canapé, faisant semblant d'être dur mais avec des yeux tristes, je t'ai vu, le vrai toi, et je... La sonnette du manoir retentit, interrompant le moment. Ils se figèrent tous les deux, le monde réel s'immisçant dans la bulle qu'ils avaient créée. Victor prit une profonde inspiration, s'essuya le visage et alla ouvrir. C'était une livraison, des documents du bureau. Il signa, congédia le coursier et retourna au salon. Elisa était debout, ajustant son uniforme, se reprenant. La vulnérabilité d'il y a quelques secondes était cachée, mais pas complètement. Il y avait toujours quelque chose de différent dans l'air, une promesse non dite, une possibilité effrayante. « Je vais finir le ménage, dit-elle doucement. Elisa, nous devons... réfléchir, Victor. C'est trop grand, trop important pour décider impulsivement. » Elle avait raison. Victor le savait, mais pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas réfléchir, il ne voulait pas calculer les risques, il ne voulait pas construire de défense. Il voulait seulement ressentir, il voulait seulement plonger dans ce qui naissait entre eux. Mais il respecta cela, hocha la tête, rangea la montre en état de marche dans sa poche tout près de son cœur. Et cette nuit-là, seul dans sa chambre, Victor tint la montre et écouta le tic-tac constant. Le son de la vie qui revenait, du temps qui recommençait, de quelque chose de cassé qui se réparait. Elisa avait réparé l'impossible, et Victor comprit enfin que certaines chutes sont nécessaires. Parfois, nous devons être complètement cassés pour enfin fonctionner correctement. Le week-end fut une éternité. Victor ne pouvait s'empêcher de penser à ce moment interrompu, aux mots qu'Elisa n'avait pas fini de dire, au « moi aussi » suspendu dans l'air. Il gardait constamment la montre de son père, écoutant le tic-tac comme une réponse aux questions qu'il ne savait pas comment poser. Lundi, Elisa arriva à l'heure habituelle, mais elle était différente, plus silencieuse. Le sourire était là, mais moins présent. Elle nettoyait en silence, ne chantait pas, ne laissait pas de notes. Victor l'observait depuis son bureau, sentant le poids de la distance qu'elle avait mise entre eux. Au milieu de la journée, il n'en put plus, descendit et la trouva dans le jardin. Elle arrosait les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble quelques semaines auparavant. Les marguerites jaunes étaient magnifiques, épanouies sous le soleil de Rio. « Elisa, nous devons parler. »« Je sais. » Elle coupa l'eau. « J'ai beaucoup réfléchi ce week-end. Le cœur de Victor s'accéléra. Moi aussi. Victor, je ne suis pas comme ton ex-fiancé. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton manoir. Je ne veux rien de matériel de ta part. Je le sais. Mais j'ai besoin que tu saches aussi que je ne suis pas un projet. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux réparer ou sauver pour te sentir mieux. Je suis une personne à part entière, brisée, fatiguée, pleine de dettes, mais complète. Je n'ai jamais pensé à toi comme à un projet. Non ? Elisa le regarda avec cette honnêteté brutale. Tu es sûr ? Parce que j'ai vu comment tu me regardes parfois. Comme si j'étais la preuve que les bonnes personnes existent encore. Comme si j'étais la rédemption que tu cherchais. Les mots frappèrent en Victor comme des coups. Parce qu'il y avait une vérité en eux. Il avait effectivement mis Elisa sur un piédestal, l'avait transformée en symbole, en salut. Mais elle avait raison. Elle n'était pas un symbole, elle était une personne. Imparfaite, réelle. Tu as raison, admit-il, je l'ai fait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement parce que tu es bonne.
c'est parce que tu es toi. Avec toutes tes habitudes agaçantes, ta façon de parler à l'aspirateur, tes notes banales, ta façon de chanter de vieilles sambas. Je suis tombé amoureux de tout ça, de la personne entière, pas de l'idée d'elle. Elisa prit une profonde inspiration. Je suis tombée amoureuse de toi aussi. De l'homme qui fait semblant d'être dur, mais qui pleure en se souvenant de son père, qui danse mal, mais qui danse quand même, qui travaille trop parce qu'il a peur de ressentir. Je t'aime, Victor, mais j'ai peur. De quoi ? Que tu te réveilles un jour et que tu réalises que je suis juste la femme de ménage de Meyer, que je ne sais pas comment utiliser la moitié des couverts sur ta table, que je n'ai jamais voyagé hors du Brésil, que mon rêve estait d'avoir un appartement avec 2 chambres alors que tu as un manoir, que la différence entre nous est trop grande. Victor s'approcha, prit ses mains, rugueuses de travail, les mains qu'il avait appris à aimer justement pour cela. Tu veux savoir quelle est la vraie différence entre nous ? Tu sais comment vivre ? Moi j'ai oublié. Tu trouves de la joie dans des crêpes brûlées. Je trouvais des problèmes dans tout. Tu te lis d'amitié avec un robot. J'arrivais à peine à parler aux gens. Si quelqu'un ici doit t'apprendre de l'autre, c'est moi. Victor, j'ai passé 5 ans à construire une prison. Tu es entré ici et tu as détruit chaque mur. Tu m'as appris que la confiance n'est pas une faiblesse, que rire n'est pas une perte de contrôle, que ressentir n'est pas un danger. Tu n'es pas la femme de ménage, tu es la femme qui m'a réappris à vivre. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Elisa. Je ne veux pas être juste une autre personne que tu embauches. Tu ne l'as jamais été, depuis le premier jour, depuis le cœur fait d'argent sur la table, depuis la première note, tu n'as jamais été son employé. Alors qui suis-je ? J'ai si peur de te décevoir. Impossible. Tu as déjà fait l'impossible. Tu m'as fait croire à nouveau aux gens, tu m'as fait croire à nouveau en moi. Et si ça ne marche pas ? Et si ça marche ? Victor sourit. Elisa, j'ai passé 5 ans à avoir peur de me tromper, peur de faire confiance, peur de ressentir. Je suis fatigué de vivre dans la peur. Je veux vivre avec toi. Même si ça ne marche pas, même si c'est difficile, même si le monde ne comprend pas, je te choisis chaque jour. Je te choisis. Elisa l'étreignit et l'embrassa, là, dans le jardin, entouré des fleurs qu'ils avaient implantées ensemble. Un baiser mouillé de larmes, un baiser qui sentait le nouveau départ, la guérison, la vie qui revenait là où il n'y avait que du gris. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. Si mon père savait que j'allais épouser le patron, Elisa rit. Épouser ? Je ne t'ai même pas encore fait ma demande. Encore ? Elle haussa un sourcil. Alors je te la ferai, éventuellement. Mais d'abord je veux faire les choses bien. Sortir avec toi, t'emmener dîner, mieux connaître ta famille, te présenter à ma mère et l'entendre dire que j'ai enfin trouvé quelqu'un de bien. Ta mère me trouvera bien, elle m'aimera. Il est impossible de ne pas t'aimer. Ils restèrent assis dans le jardin, se tenant la main, tandis que le soleil se couchait sur le blond. 2 mondes complètement différents, rencontrés dans l'endroit le plus inattendu. L'homme de glace qui avait appris à fondre, la femme de lumière qui n'avait jamais laissé l'obscurité gagner. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Elisa, posant sa tête sur son épaule. « Si j'avais pris cet argent le premier jour, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici. Oui, parfois le meilleur choix que nous faisons est de ne pas choisir la voie facile. » Victor l'embrassa sur le haut de la tête. « Merci de ne pas avoir pris l'argent. Merci d'en avoir fait un cœur. Merci pour chaque note banale. Merci de m'avoir montré qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir fait confiance même quand tu avais peur, de m'avoir montré que les princes de glace fondent aussi. » Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Et cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, le manoir n'était pas silencieux. Il y avait des rires, il y avait de la musique, il y avait de la vie. Victor remit la montre de son père dans la même vitrine, mais maintenant elle fonctionnait, tout comme son cœur. Certaines choses doivent se briser complètement pour fonctionner à nouveau. Et parfois la personne qui vous répare vient sous le masque du test, de la méfiance, du doute. Mais si vous avez le courage de laisser tomber vos défenses, vous découvrirez que l'amour arrive toujours quand vous vous y attendez le moins, et toujours de la manière dont vous en avez le plus besoin.